vas nous montrer une habitation exemplaire. C'est de la première promotion privée, passive, zéro énergie. Oui, donc, parce qu'il est vraiment passif. Voilà, il est vraiment passif. Et ici, on a vraiment l'application alors. C'est ça, de l'isolation. J'ai envie un peu d'isolation. Voilà. Donc, ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle, en français, parlons construction durable, et en anglais, let's speak sustainable construction. Ça veut dire quoi, construction durable? Ça veut dire que c'est écologique ou énergie non énergivore? C'est les deux en fait. Cradle to Cradle est un paradigme, on pourrait presque dire une philosophie d'approche environnementale qui propose finalement une vision positive de l'environnement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les parlementaires européens qui étaient là disaient que la Belgique devenait presque un pays modèle. Et des maisons en bois, pourquoi? Parce que le bois est un matériau naturel. C'est ça. Donc l'arbre. Bonjour Luc. Bonjour. Je cherche à montrer qu'il y a d'autres moyens de fonctionner. Peut-être qu'il faut maintenant montrer quelles seraient peut-être les bonnes solutions. Alors effectivement, on va parler construction durable parce que il y a 4 ans, tu as lancé un plan d'action pour augmenter la construction durable, passif, etc. dans la région Bruxelles-Capitale. Une loi est même passée. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots cette loi et ton action? Bon, d'abord dire qu'on a eu une action énergique parce qu'on venait de loin. À Bruxelles, c'est vrai qu'on était au degré de l'isolation des maisons au même stade que des pays du Sud. Donc il y avait vraiment du chemin à faire. Et donc on a commencé par ce qu'on appelle les bâtiments exemplaires. On l'a vu dans la vidéo. Et aujourd'hui, après 4 ans, on a à peu près, en rénovation et en nouvelle construction, on atteint les 300 000 mètres carrés de bâtiments, soit de très basse énergie, soit en bâtiment passif. Donc ça a fonctionné, c'était un gros défi et on s'est rendu compte qu'en 4 ans, on a vraiment eu une évolution extraordinaire. Alors on a poursuivi effectivement avec une législation, parce qu'au début, on n'a pas voulu commencer avec la législation, on a voulu commencer en incitant d'abord. On a vu que ça prenait bien. Je dois avouer, là, je dois saluer en tout cas tous les pionniers qui se sont lancés dans une aventure qui n'était pas gagnée d'avance. Et après 4 ans, on s'est dit qu'il fallait poursuivre aussi. Et donc, on a passé une législation qui imposera effectivement le passif en 2015. À partir de 2015. À partir de 2015, pour logement, bureaux, écoles et pour les nouvelles constructions. C'est déjà d'application depuis l'année passée pour tout ce qui est les bâtiments publics, parce qu'on a estimé qu'on devait donner l'exemple au niveau des pouvoirs publics. Et on a voulu 2015, d'abord parce qu'on a vu qu'on avait vraiment bien évolué en quelques années. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment maintenant dans le top des villes européennes en matière de construction durable, et parce qu'on a des impositions au niveau européen, et parce qu'on pense qu'on peut y arriver au niveau bruxellois. Mais alors justement, Sébastien, toi, tu as été la première personne que j'ai interviewée qui m'a parlé de construction durable à l'époque. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, quand on entend Madame la Ministre, ça a fortement évolué. Qu'est-ce que tu en penses? Quand on voit aujourd'hui d'où on vient justement par rapport à 6 ou 7 ans, on assiste, c'est un phénomène qui est assez unique à Bruxelles, un peu en Belgique, mais surtout à Bruxelles. Il y a une espèce de banalisation ou une standardisation du passif ou des bâtiments durables. C'est assez exceptionnel. Maintenant, on quitte les gens qui étaient des pionniers. Il y en a plein dans la salle, d'ailleurs ici, il y a des gens remarquables. Et on voit que ça commence à se généraliser. On commence à avoir des bâtiments passifs ou qui vont très loin dans le durable, qui sont même parfois moins chers que les bâtiments normaux. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a un contexte unique qu'on a en région bruxelloise. Tout secteur confondu, hein. Ce n'est pas seulement les architectes, c'est entrepreneurs, bureaux d'études, etc. Quoi qu'on en dise, qui fait que c'est possible. Mais ce n'est pas possible dans d'autres pays, par exemple. Hein. Donc on a vu en France, Angleterre, ils ont beaucoup de mal. Et je donnerai juste un petit exemple. Ça fait depuis 2 ans qu'on a ça. C'est des gens qui viennent de Vauban, de Fribourg, n'est-ce pas, qui viennent à Bruxelles pour dire tiens, mais comment vous faites du passif à ce prix-là? Ah, et vous avez même des gens du social qui vivent dedans. Ah bon, c'est possible? Il y en a qui vont encore à Fribourg pour voir comment ça se passe. Et à côté de ça, il y en a plein qui viennent en Belgique. Donc, et maintenant, ils vont venir en Belgique. J'ai quelques images en fait, que tu m'as apportées, où on peut voir effectivement différents bâtiments qui vont être construits. Evelyne, je pense qu'il y a le 5e plan qui a été lancé, et tu es à la recherche de projets pour l'instant.
Le 5e appel à projet vient d'être lancé, donc voilà, appel à tous ceux qui veulent déposer des projets. C'est pour la fin du mois de juin. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans les projets que nous avons primés, il y a de tout. Il y a des immeubles de bureaux, comme il peut y avoir une maison de repos, comme il peut y avoir aussi une école. Et donc on a des bâtiments qui sont soit des maisons particulières, soit des plus grands bâtiments, des bâtiments publics, des bâtiments privés. Et c'est la diversité, en tout cas, qui montre qu'effectivement, c'est possible, quelle que soit la construction. Brigitte, on ne va pas parler de construction durable véritablement, mais on peut parler quand même aussi mobilité dans quelque chose qui peut être durable et beaucoup moins polluant en tout cas que la voiture. Je voudrais qu'on parle de 2 projets de tram à Bruxelles. On va voir une première photo qui est celle du tram près de la gare centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt on va pouvoir relier quoi, le haut de la ville au bas de la ville en tram? Oui, en effet. Donc c'est un élément très important pour créer une ville durable, c'est de donner une bonne alternative aux voitures. Et donc le fait du tram de la gare centrale va nous permettre à moyen terme de lier vraiment le haut de la ville avec la gare centrale, qui est une gare très importante, mais aussi avec le bas de la ville et même au-delà du canal vers les sites de tours et taxis. Donc c'est vraiment un chaînon manquant, mais qui sera très important dans l'avenir. Alors justement, tu parles de tours et taxis, j'ai une autre photo, effectivement, où on voit le tracé du futur tram à tours et taxis. Et quoi, là, on va construire quoi, un pont aussi pour que ce soit possible? Oui, donc de toute façon, l'idée est de relier mieux le site de tours et taxis et les nouveaux développements de villes qui sont en train de se faire là autour du canal avec les transports en commun, avec un tram. Et pour réaliser ça, il va falloir créer le fameux pont Picard, un pont au-delà qui surplombera le canal, qui viendra de la gare du Nord, qui reliera donc ces nouvelles cités de la ville. Mais ça, les 2 choses que l'on voit, que ce soit la gare centrale ou tour et taxi, c'est décidé ou c'est en discussion pour l'instant et c'est un projet? Ce sont en fait des décisions de principe, mais par exemple pour le pont Picard, on est déjà quand même assez avancé et l'idée est d'introduire les permis déjà à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Et le gouvernement va bientôt aussi se prononcer sur le tracé final pour le tram à tour et taxi. Le tram ne sera pas encore là d'ici 5 ans ou même plus parce qu'on va commencer avec des bus sans doute, mais quand même on va préparer ces projets. Ça prend toujours un peu de temps pour les mettre dans la pratique. Alors Brigitte, tu as fait la une des médias il y a quelques temps d'ici concernant l'avenue du Port, avec tous ces gens qui se sont enchaînés aux platanes, etc. Ça m'a extrêmement énervé parce que je n'ai vu dans les médias que la population qui s'est enchaînée aux platanes, mais je n'ai jamais eu d'explication concernant ton projet. Est-ce que tu peux, en 2 mots, me dire c'était quoi le projet pour voir si effectivement c'était tout à fait inacceptable ou pas? D'abord, je dois quand même dire ce projet est enterré maintenant, oui. Mais c'était un projet quand même valable, à mon avis. Donc, en fait, on allait rétrécir cette voirie de l'avenue du Port. Le point difficile et très sensible, c'était qu'on allait enlever la lignée des arbres et replanter une nouvelle alignée d'arbres. Mais donc tu en replantais quand même, donc on avait quand même des arbres. Oui, on allait replanter. On avait même dit que ce seraient déjà des arbres qui avaient une grandeur de 8 mètres, etc. Et surtout, on avait prévu un espace quand même très confortable pour les piétons et pour les cyclistes. Combien d'arbres sont malades et qu'on doit quand même abattre pour finir? Oui, il y en a 11 qui sont vraiment qu'on doit abattre très vite, mais il y a quand même une 60aine qui... Sur combien? Sur 300. Voilà. Donc il en reste quand même... Tout ça pour quand même abattre un tiers des arbres. Mesdames les ministres, Sébastien, je vous remercie pour ce plateau sur la construction durable et la durabilité de la mobilité. On va regarder un petit film sur la verticalité et accueillir nos prochains invités. Merci beaucoup.